Au-dessus de Ouagadougou, le silence avait remplacé le rugissement des moteurs. Pendant que l'Europe s'interrogeait sur la fermeture de l'espace aérien, nul ne devinait encore que ce vide annonçait une naissance. Qui aurait pensé qu'un simple capitaine, Ibrahim Traoré, transformerait le désert en une piste de foi et de fer? À l'horizon, le sable semblait attendre son miracle. L'histoire commençait par un pari impossible: bâtir le plus grand aéroport d'Afrique sans un seul prêt étranger. Les conseillers parlaient de risque, Ibrahim Traoré parlait de dignité. Pour lui, chaque avion qui décollerait depuis le Sahel porterait non pas un drapeau, mais une idée, celle d'une Afrique capable de s'élever seule. Les enjeux dépassaient le béton. Il s'agissait de redéfinir la dépendance, de prouver qu'une nation sans mer pouvait apprendre à voler. Dans les villages, la nouvelle se propagea comme une étincelle. Les anciens évoquaient l'époque où tout venait de l'extérieur. Les jeunes y voyaient un futur à leurs mains. Les sceptiques parlaient de folie, les croyants de renaissance. Traoré répétait à la télévision nationale: « Nous ne cherchons pas des ailes qu'on nous prête, nous construisons notre propre ciel. » C'était plus qu'un slogan, un serment. 3 jours après le silence du ciel, la raison apparut. La fermeture n'était pas un repli, mais un signal. Ibrahim Traoré annonça la construction d'un aéroport de 40 km², alimenté par des champs solaires, financé sans dette. Le chiffre, 40, il suffisait à diviser le monde entre incrédules et éveillés. Au lever du soleil, les premiers camions surgirent dans le Sahel. Des paysans quittèrent leurs champs, des étudiants troquèrent leurs cahiers contre des pelles, des soldats déposèrent leurs armes pour porter du sable. Aucun contrat, aucune paix, seulement un but commun: construire pour exister. Lorsqu'un journaliste demanda à un vieil homme pourquoi il était venu, il répondit: « Je veux voir l'Afrique voler avant de mourir. » La phrase se propagea sur les ondes, dans les églises et les marchés. Un soir, Traoré arriva, bottes couvertes de poussière. Il parla sans estrade. « Nous ne bâtissons pas par orgueil, mais par foi. » Un ouvrier lança: « Alors la foi a des muscles, mon président. » Le rire collectif devint hymne. Vu du ciel, le désert s'anima. Des chaînes humaines creusaient, soudaient, chantaient. Un reporter africain résuma: « Ils ne construisent pas un aéroport, ils construisent la dignité. » En une semaine, la poussière se transforma en espoir visible et le monde commença à écouter. Parmi les milliers de volontaires, 3 visages incarnèrent la ferveur nouvelle. Aïcha, 27 ans, ingénieure en énergie, relia les premiers panneaux solaires improvisés. Chaque nuit, la lumière de fortune illuminait les bras noirs des travailleurs et prouvait que la volonté suffisait à remplacer la technologie manquante. Le pasteur Joseph quitta son village du Nord pour cuisiner au chantier. À l'aube, il servait le mil et répétait: « Seigneur, bénis les mains qui construisent dans le ciel. » Ces mots furent repris à la radio, peints sur les camions, gravés sur les casques, jusqu'à devenir la prière d'un peuple. Au milieu d'eux, Ibrahim Traoré marchait sans escorte. Il posait des questions plutôt que des ordres. Que manque-t-il aujourd'hui? Un soir, autour du feu, il raconta que enfant, on lui avait refusé l'école de pilotage. « Les gens comme toi n'ont pas de ciel. » Le silence fut long, puis un jeune répondit: « Aujourd'hui, c'est vous qui nous apprenez à voler. » L'histoire se répandit comme un souffle de sable chaud. Les Burkinabés commencèrent à croire que la foi pouvait devenir une machine réelle. La foi est devenue moteur. Le déclenchement survint au lever du 3e soleil. Le désert vibrait du bruit des bulldozers, des marteaux, des prières. Le chantier n'avait ni banderole ni contrat, seulement une promesse que chacun semblait comprendre sans mots. Les femmes portaient des seaux de sable sur leurs têtes, les enfants ramassaient les clous tombés, les soldats, leurs armes déposées, soudaient des poutres. Chaque geste, si petit soit-il, paraissait écrire une nouvelle constitution. Les jours suivants, l'organisation naquit d'elle-même. Les paysans s'improvisèrent logisticiens, les mécaniciens ingénieurs. Sous les tentes, on traçait à la craie les plans d'un aéroport imaginé par des mains calleuses. À midi, le silence était rompu par les chants « Nous devenons libres ». Cette phrase, peinte sur les camions et les murs, devint plus contagieuse qu'un hymne national. Mais tandis que le pays s'embrasait d'enthousiasme, le monde extérieur se mit à douter. À Bruxelles, les diplomates parlaient de provocation. À Paris, les analystes disaient « Ce n'est pas du développement, c'est un défi ». Washington publia un rapport.
Si le Burkina Faso termine ce projet, l'équilibre du pouvoir en Afrique de l'Ouest changera. Quelques jours plus tard, les sanctions tombèrent, virements bloqués, contrats suspendus, fournisseurs retirés. La réaction fut immédiate. Privés de carburant, les ingénieurs recyclèrent les vieux moteurs de camions militaires pour fabriquer des bétonnières. Les forgerons transformèrent les épaves en poutrelles. Quand la lumière tomba, les ouvriers allumèrent des feux et continuèrent à travailler à la lueur des torches. L'odeur de métal et de sueur se mêlait à celle des prières. Une nuit, Ibrahim Traoré donna un ordre simple. Connecter les panneaux solaires de l'aéroport au village voisin. Si nous ne pouvons pas encore voler, que notre peuple voie la lumière. Cette même nuit, le Sahel s'illumina. Les images d'enfants faisant leurs devoirs sous des lampes solaires firent le tour du continent. Un animateur de Bamako déclara « Ils ne construisent plus un aéroport, ils bâtissent leur dignité ». Les gouvernements occidentaux réagirent par la peur. Qui finançait cette œuvre? La Chine? La Russie? Traoré répondit calmement « Ils ne craignent pas nos alliés, ils craignent l'Afrique lorsqu'elle marche seule ». Cette ligne mit le feu aux universités, aux églises, aux radios. Le mot « autonomie » devint prière. Puis vint la tempête de sable. Le ciel devint cuivre, la visibilité nulle. Les machines s'arrêtèrent. Un vieil imam s'agenouilla et pria. Des centaines le suivirent. Quand le vent cessa, tous se relevèrent ensemble, comme appelés par l'histoire. Le lendemain, le travail reprit 2 fois plus vite. Les sanctions étaient devenues le ciment du courage. Et le désert, longtemps symbole de vide, résonnait désormais du battement d'un cœur collectif. Au départ, les estimations parlaient de 5 ans de travaux. 6 mois plus tard, plus de 60% des pistes étaient déjà coulées. La progression dépassait tous les calculs initiaux. Une différence de rythme que les ingénieurs appelaient la delta du courage. Chaque mètre de béton gagnait non seulement du terrain, mais une signification nouvelle, celle d'un peuple refusant la pause. Avant les sanctions, le chantier comptait 200 ouvriers rémunérés. Après les blocages bancaires, ils furent plus de 6000 bénévoles à se présenter chaque semaine. Les registres officiels ne purent suivre le flot. Des familles entières arrivaient à pied depuis le nord ou le sud du pays, dormant sous les tentes de fortune, apportant leurs outils, leurs vivres, leurs champs. Un économiste local calcula qu'en un trimestre, la valeur du travail offert équivalait à plus de 25 millions de dollars si elle avait été payée. Ce chiffre fit rire certains observateurs étrangers. Au Burkina Faso, il fit pleurer de fierté. Les données énergétiques suivirent la même courbe. Les premiers panneaux solaires, prévus pour alimenter seulement le chantier, finirent par fournir de l'électricité à 22 villages. Chaque soir, de nouvelles lumières apparaissaient sur les images satellites. Un technicien affirma « Nos statistiques brillent à la nuit. La transition énergétique n'était plus un projet, mais une évidence visible depuis l'espace. » Face à cette croissance inattendue, Ibrahim Traoré convoqua une réunion improvisée sur le terrain. Pas de table ronde, juste une carte étalée sur le sable. Il traça un cercle autour du site et dit « Voici notre cœur énergétique ». Puis il ajouta « Ce qui commence ici doit battre jusqu'aux frontières ». Le lendemain, les ingénieurs établirent un plan d'extension des lignes solaires vers les zones rurales. Aucune banque, aucun prêt, seulement des câbles, des bras et des prières. Dans les capitales étrangères, les chiffres devinrent alarmants. Les analyses financières notaient une hausse de 48% de l'activité locale autour du chantier, ateliers de métal, transport, restauration, l'économie que l'on disait bloquée recommençait à respirer sans injection extérieure. Les institutions internationales, perplexes, écrivirent dans un mémo « Un modèle d'autonomie spontanée est en train de naître ». Mais pour les Burkinabés, la métrique la plus importante n'était pas comptable, c'était celle du regard. Quand les enfants levaient les yeux vers les tours de contrôle en acier, ils voyaient la preuve que la volonté humaine pouvait se mesurer, non en devise, mais en hauteur. Un vieil ouvrier dit à un journaliste « Nos chiffres sont des prières qui tiennent debout ». Ainsi, la différence entre le avant et l'après la véritable baseline, Delta ne résidait pas dans les colonnes d'un tableau, mais dans le cœur d'un peuple. Le projet avait changé d'échelle, de la construction d'un aéroport à la fabrication d'une identité. Les critiques occidentales se divisèrent en 2 courants. Le premier, pragmatique, affirmait que le projet de l'aéroport était un risque stratégique. Absence d'investisseurs, manque d'expertise, isolement certain.
Selon eux, le Burkina Faso construirait une cathédrale dans le désert, belle mais vide, sans trafic ni rendement. Le second, plus idéologique, voyait dans cette entreprise une démonstration dangereuse, celle qu'un État pauvre pouvait se passer de l'ordre financier mondial. Les deux arguments semblaient logiques sur le papier. Les économistes citaient les précédents du continent: routes inachevées, ports abandonnés, rêves engloutis dans la dette. Les diplomates rappelaient que sans capital, aucune infrastructure durable ne survit, mais la réponse ne vint pas d'un communiqué officiel. Elle vint du terrain sous la forme de données que nul n'avait anticipées. Dans les 6 premiers mois, les coûts réels furent inférieurs de 37% aux prévisions initiales. La productivité, au contraire, augmenta. Un mètre de piste construit chaque 2 heures sans machines importées. Les observateurs de l'Union africaine, dépêchés sur place, parlèrent d'un laboratoire d'autosuffisance. Un ingénieur sénégalais résuma: il ne prouve pas que l'aide est inutile, il prouve qu'elle peut être remplacée par la foi collective. Face à ces chiffres, les voix sceptiques se firent plus prudentes. Un rapport confidentiel de Paris nota: le modèle Traoré repose sur un capital immatériel, la ferveur. Aucun indicateur économique ne peut le mesurer, mais il fonctionne. Cette phrase, reprise par des médias africains, transforma le doute en admiration. Ibrahim Traoré, interrogé sur la validité du projet, répondit calmement: on nous dit que nous défions la gravité. Mais la gravité n'est qu'une loi jusqu'à ce qu'un avion s'élève. Le silence qui suivit fut plus convaincant qu'une démonstration technique. Ainsi, les objections rationnelles s'effritèrent devant les preuves empiriques. Le Stillman occidental admettait peut-être que ce pays, en refusant la dépendance, venait d'inventer une économie de la foi mesurable en kilomètres de piste. La foi devient stratégie. Ce fut la phrase prononcée à la mi-parcours du chantier, quand l'achèvement dépassa la moitié et que le monde commença à comprendre qu'il ne s'agissait plus d'un simple projet. Dans une allocution brève, Ibrahim Traoré admit que l'aéroport n'était qu'un prétexte. Ce que nous érigeons ici, c'est la preuve qu'un peuple peut créer sa propre infrastructure mentale. Autour de lui, les chiffres se muaient en symboles. Chaque poutre soudée, chaque mètre de piste coulé devenait une phrase du même récit. L'Afrique cessait d'attendre l'autorisation de croire. Les ingénieurs parlaient désormais d'économie spirituelle, une production où la cohésion remplaçait le crédit. Dans les capitales étrangères, les observateurs comprirent que l'enjeu n'était plus économique, mais politique. On ne pouvait pas sanctionner une idée. Les photos satellites montrant la lueur des villages connectés par le réseau solaire furent publiées sur tous les continents. Un analyste déclara: « L'Occident découvre que la foi peut être une donnée macroéconomique. » Ce jour-là, le désert changea de statut. D'espace vide, il devint une carte. Et le ciel, autrefois métaphore, se transforma en destination réelle. Les répercussions se divisèrent en 4 cercles nationaux, diplomatiques, sociaux et régionaux, formant ensemble la cartographie d'un bouleversement silencieux. Sur le plan national, à l'intérieur du Burkina Faso, l'économie informelle se transforma en économie civique. Les ateliers qui servaient autrefois à réparer des motos devinrent des micro-usines de soudure. Les femmes, majoritairement exclues du secteur technique, dirigèrent près de 30% des brigades de chantier. Dans les écoles, les enseignants commencèrent à citer le projet comme exemple de mathématiques vivantes, addition d'efforts, soustraction de dépendance. Les statistiques montraient une baisse de 12% du chômage urbain en 6 mois, un record depuis 10 ans. Sur le plan diplomatique, à l'extérieur, le ton changea. Les chancelleries hésitaient entre respect et inquiétude. À Bruxelles, les rapports se contredisaient. Fallait-il sanctionner ou dialoguer ? À Washington, certains analystes proposaient un rapprochement énergétique, mais Ibrahim Traoré demeurait inébranlable. On ne négocie pas son autonomie, on la cultive. Cette phrase, traduite en 12 langues africaines, devint une devise continentale. Sur le plan social, l'unité nationale, longtemps fragile, prit racine dans les gestes du quotidien. Les mosquées et les églises coordonnaient leurs horaires pour bénir les ouvriers. Les chauffeurs de camions écrivaient sur leurs pare-brises « Nous ne demandons pas la permission ». Un anthropologue nota « Le ciment le plus solide n'est pas dans les murs, mais dans les liens humains ». Le soir, les radios locales diffusaient les chants du chantier,
entrecoupé de messages d'encouragement venus de tout le pays. L'espoir devint un bruit de fond permanent. Sur le plan régional, au-delà des frontières, l'effet d'entraînement fut immédiat. Au Ghana, des étudiants lancèrent un mouvement « Construire sans emprunter ». Au Niger, des pasteurs organisèrent des veillées de prière pour les bâtisseurs du ciel. Au Kenya, un graffiti apparut sur le mur d'une école. Un jour, nous construirons aussi notre propre ciel. Les analystes africains parlèrent d'un tournant géopolitique. L'autonomie burkinabé redessinait la carte mentale du Sahel. L'influence ne se mesurait plus en armes ni en prêts, mais en inspiration. Un diplomate européen écrivit dans une note confidentielle « Nous pensions isoler un pays, nous avons relié un continent ». Et c'était vrai, chaque sanction avait agi comme catalyseur. Les lignes d'énergie, d'espoir et de foi s'étaient croisées pour former un réseau invisible, celui de la dignité retrouvée. Lorsqu'un journaliste demanda à un ouvrier ce qu'il voyait en levant les yeux, il répondit simplement « Le ciel est devenu notre miroir ». Dans la phase de consolidation, dans la trajectoire la plus probable, le Burkina Faso terminerait la première phase de l'aéroport avant la fin de l'année. Les vols d'essai internes débuteraient sous supervision africaine. Le pays maintiendrait une croissance de 4,2%, soutenue par les activités connexes, logistique, métallurgie, solaire. Les infrastructures fonctionneraient partiellement, mais l'élan collectif demeurerait fort. Ce scénario stabiliserait la foi populaire sans provoquer d'escalade diplomatique. Vint ensuite la contagion, si la mobilisation restait au même niveau, d'autres États du Sahel rejoindraient le modèle. Le Niger, le Mali et le Ghana pourraient mutualiser des corridors commerciaux et énergétiques. Les organisations panafricaines verraient là le socle d'une indépendance régionale. La coalition des bâtisseurs deviendrait une réalité, entraînant une baisse de la dépendance extérieure de près de 35% dans la zone. Ibrahim Traoré, dans ce cadre, deviendrait le pivot d'une diplomatie nouvelle, celle des peuples capables de produire avant de négocier. L'aéroport ne serait plus un symbole national mais continental. Enfin, la riposte. Face à cette montée d'autonomie, certaines puissances pourraient renforcer les pressions. Nouvelles sanctions, coupures de crédit, campagnes médiatiques, les pénuries de pièces et de carburant freineraient la cadence. La fatigue sociale réapparaîtrait. Cependant, même dans ce cas, les structures locales acquises ateliers, réseaux solaires, écoles techniques subsisteraient. Le capital de dignité accumulé resterait inaliénable. Un peuple qui a appris à se construire n'oublie pas la méthode. En guise de recommandation, pour le Burkina Faso, le défi des 12 prochains mois sera de transformer l'enthousiasme en gouvernance, passer du chantier à la maintenance, de la ferveur à la structure. La clé n'est pas de prédire le futur, mais de l'organiser. Comme le dit un proverbe local, celui qui apprend à voler doit ensuite apprendre à atterrir sans maître. Et c'est peut-être là que réside le vrai vol, non dans le ciel, mais dans la maîtrise du retour. Sur les écrans du pays, les images du chantier devinrent un miroir collectif. Elles ne parlaient pas d'économie, mais de reconnaissance. Dans chaque foyer, on voyait un proche, un voisin, un rêve qu'on croyait perdu. Le projet cessait d'être une infrastructure pour devenir une émotion partagée. À Bobo-Dioulasso, une institutrice raconta que ses élèves s'étaient mis à compter en mètres de piste plutôt qu'en points de notes. À Ouaïgouya, une vendeuse de mille expliqua qu'elle gagnait moins d'argent, mais plus de respect. Un vieux mécanicien déclara devant la caméra « Je n'ai jamais pris l'avion, mais j'ai construit celui de mes enfants ». Ces voix ordinaires racontaient une révolution douce, celle de l'utilité retrouvée. Les radios invitaient les auditeurs à partager leurs minutes de ciel. Certains décrivaient à la première lampe solaire de leur village, d'autres, la prière du matin au bruit des générateurs. La fierté, longtemps silencieuse, parlait enfin. Et dans ce murmure, une forme d'identité nouvelle se dessinait. Ni soumise, ni arrogante, simplement debout. Lors d'une visite improvisée, Ibrahim Traoré adressa ces mots à la foule. « Ce que vous construisez n'est pas pour moi. C'est pour l'enfant qui lèvera les yeux et verra que rien n'est impossible. » La phrase fut reprise par les enseignants, inscrite sur les murs d'école, imprimée sur des t-shirts. Le message était clair. Le courage collectif peut devenir un programme d'éducation.
Pour ceux qui regardaient depuis l'étranger, la scène avait la puissance tranquille d'une prière. Le chantier devenait métaphore, celle d'un peuple qui, au lieu de demander l'aide du ciel, avait décidé de le bâtir de ses mains. La seconde moitié du projet n'était plus un rêve mais une méthode. Les ingénieurs, les responsables communautaires et les officiers mirent au point un plan en 5 étapes pensé pour durer au-delà de l'euphorie. La première étape consistait à normaliser l'énergie locale. Les réseaux solaires reliés à l'aéroport doivent être consolidés et interconnectés. Chaque village partenaire devient un micropôle énergétique chargé d'alimenter les écoles et les ateliers. Une autonomie qui illumine littéralement la carte du pays. La deuxième étape visait à former les bâtisseurs de demain. Les universités techniques ouvrent de nouvelles filières, génie civil, maintenance, électronique solaire. En moins d'un an, plus de 3000 étudiants se sont inscrits. L'objectif, transformer l'expérience du chantier en programme académique. La troisième étape cherchait à structurer la logistique intérieure. Les routes d'accès sont renforcées par des coopératives de transport. Les matériaux recyclés du chantier sont réaffectés aux infrastructures rurales. Chaque tronçon devient une extension du même projet, relier, partager, entretenir. La quatrième étape proposait d'institutionnaliser la foi civique. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, un décret prévoit des semaines nationales du service volontaire. Pendant ces périodes, les citoyens peuvent participer à la restauration d'écoles ou d'hôpitaux. La foi devient politique publique, sans dogme, sans contrainte. Enfin, la cinquième étape prévoyait la création d'un conseil de veille, un organe indépendant composé d'ingénieurs, de journalistes et de leaders religieux, veille à la transparence du programme. Chaque trimestre, il publie des rapports accessibles en ligne et en radio communautaire. Ces 5 étapes forment la base d'une gouvernance inédite, une démocratie par la participation et la lumière. Elles traduisent en institutions ce que le peuple a déjà compris dans le sable, que la souveraineté commence par un geste collectif répété. La nuit tomba sur le Sahel comme un rideau d'or. Au loin, les tours de contrôle brillaient sous la même lumière que celle qu'Aïcha avait allumée des mois plus tôt. Son geste, minuscule à l'époque, était devenu symbole d'une ère. Les ouvriers posèrent leurs outils et observèrent le ciel, ce même ciel qu'ils avaient façonné de leurs mains. Ibrahim Traoré marchait lentement entre les rangées de projecteurs. Ses bottes étaient couvertes de poussière, sa voix toujours calme. Il ne parla pas de victoire, mais de responsabilité. Nous avons bâti le ciel, maintenant il faut apprendre à le garder pur. Autour de lui, le silence se fit. Chacun comprenait que l'histoire ne se terminait pas. Elle se transmettait. Dans un atelier voisin, un enfant grava sur le métal d'une poutre. « Nous devenons ce que nous construisons ». Le mot se répandit sur les murs, les uniformes, les prières. L'aéroport n'était plus un lieu, mais une conscience. Ibrahim Traoré regarda l'horizon, où les premières étoiles s'allumaient au-dessus des dunes. Elles ressemblaient à des lampes solaires suspendues par la foi. Et, dans ce reflet du ciel, un peuple entier découvrit son propre visage. À l'aube suivante, le désert retrouva son silence. Mais ce n'était plus le même silence. Sous la lumière pâle, les empreintes laissées par des milliers de pas dessinèrent la carte d'un pays réconcilié avec lui-même. Les radios nationales diffusèrent un dernier message. Le ciel n'appartient à personne, il se construit ensemble. Dans les églises comme dans les mosquées, on pria pour que ce souffle ne s'éteigne pas. Les étudiants reprirent les mots d'Aïcha et de Joseph dans leurs cours. Les villages continuaient d'allumer les lampes solaires chaque soir, comme pour rappeler que la lumière est une promesse tenue. Et à travers le continent, la question résonna doucement. Si un peuple peut bâtir son propre ciel, qu'attendons-nous pour élever le nôtre ? Ce n'était pas une provocation, mais une invitation. Car cette histoire, celle du Burkina Faso, de Ibrahim Traoré, de ceux qui ont prié en construisant, n'appartient plus à un seul lieu. Elle appartient à chaque regard qui croit encore que la foi et le travail peuvent faire lever l'horizon. Le ciel est là. Il reste à le mériter, ensemble.